instant, c'est la question de la dette publique qui nous importe. Mais en même temps, avons-nous sacrifié la volonté de relance de notre économie? Pas un seul instant. Pas un seul instant. Quand on regarde les réalisations, avec les 1000 grands chantiers d'investissement lancés par le président de la République, dans le cadre des dépenses d'avenir, dans le cadre du grand emprunt, mais là aussi il fallait de l'audace, pour se dire qu'alors même que nous étions dans une crise terriblement difficile, qu'alors même qu'il fallait tenir nos finances publiques pour ne pas laisser filer la dépense et pour tenir la dette, malgré tout, on se gardait la capacité d'investir. Mais vous savez, des choix comme ça, c'est compliqué. C'est tellement plus simple de hurler avec les loups. C'est tellement plus simple de mettre le moteur en roue libre, d'attendre que ça passe. Ça me fait penser à mon collègue belge. Je le vois souvent à Bruxelles quand je vais faire des déplacements pour des conseils européens ou des grandes réunions européennes à Bruxelles et qui me dit, nous les Belges, on a trouvé la solution. On a un gouvernement qui gère les affaires courantes. Donc c'est parfait. On règle le problème de la dette parce qu'on ne dépense plus rien. Oui, il y a aussi cette solution. On ne fait plus rien. Donc il n'y a pas de dépenses, il n'y a plus de programme, il n'y a plus de choix. Je dis ça en riant, bien entendu. Enfin, j'ai beaucoup d'affection pour nos amis belges. J'espère qu'ils vont très vite se remettre de cette situation politique très embarrassante. Mais au bout du bout, enfin, je veux dire, le raisonnement qui consiste à dire on ne fait plus rien, on attend que ça passe, ben, c'est indigne, c'est irresponsable. C'est parfois plus facile. Et moi, j'observe que quand on fait de la communication, au lieu de faire ce pourquoi on est censé être là, c'est en général parce qu'on a décidé de ne plus rien faire. Et d'ailleurs, quand on regarde le bilan, j'observe qu'il y a plus de choses à dire du côté de ce qu'on n'a pas fait que de choses à avancer du côté de ce qu'on a fait. Et si maintenant laisser faire par le bailleur social ou je ne sais quel promoteur le bétonnage d'une ville, c'est une politique, à ce moment-là, il faut qu'on revoie un petit peu nos grands principes généraux en matière de politique publique. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, nous traversons une autre crise. Une crise sans précédent. Je veux l'évoquer ce soir, parce que je sais que c'est dans l'esprit de chacun d'entre vous. On a tous été frappés par les images dramatiques de cette catastrophe naturelle qui devient aujourd'hui une catastrophe nucléaire au Japon. Je le dis parce que je sais qu'ici, c'est le département de Georges Tron, bien sûr, qui m'a dit tout à l'heure qu'il vous faisait toutes ses amitiés, mais aussi de Nathalie Kosciusko-Morizet. On l'a beaucoup entendu, Nathalie, ces derniers temps. Elle a été remarquable de calme, de pédagogie. Elle fait honneur à la République dans ces moments si difficiles. Mais qui avons-nous entendu en symétrique? Les mêmes qui n'ont pas perdu une occasion de se taire et qui ont cru intéressant de se lancer dans la polémique. Je parle des Verts, je parle des écologistes, qui ont trouvé décent d'aller prendre appui sur le malheur de nos amis, le peuple japonais, pour relancer un prétendu faux-vrai débat sur le choix énergétique de notre pays et sur la sécurité nucléaire. Il est normal que les Français s'interrogent sur la sécurité nucléaire. Et d'ailleurs, Nathalie Kosciusko-Morizet, quand elle évoque l'ensemble des mesures, des dispositifs de contrôle, de sécurisation, y compris d'ailleurs tous ces points de repère très anciens que nous avons pris l'habitude d'utiliser, nous rappelant les séismes très anciens, les plus importants qui ont pu secouer notre pays pour étalonner en quelque sorte la résistance de nos centrales. Il est évident que l'attitude des écologistes, que l'attitude des Verts, que ce soit Madame Joly, que ce soit Monsieur Mamère ou d'autres, il y a là de l'opportunisme scandaleux. Et quand à l'Assemblée nationale aujourd'hui, le Premier ministre a répondu en ces termes, j'ai bien observé sur tous les bancs de l'hémicycle l'attitude. Tu étais là, Françoise, tu l'as vu comme moi. Certains piquaient du nez, non pas dans leur assiette, mais sur leurs notes et sur leur pupitre à l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y a pas de quoi être fier de soi dans ce genre de comportement. Vous avez réussi, chers amis, le rassemblement. Ça n'est pas une chose facile. Ça demande bien des renoncements. Ça demande de s'oublier un peu pour penser à la cause, pour penser à l'intérêt général. Il ne faut pas, au motif que l'on est rassemblé, être rassemblé
sans la force de sa majorité, sans le bilan de sa majorité. Je sais que par les temps qui courent, on regarde les sondages, on entend surtout les commentateurs commenter les sondages. Ce qui est sûr, c'est que les extrêmes font leur lit des peurs de nos compatriotes. Ça, c'est sûr. Mais pour le reste, je pense que ce petit logo UMP, il faut le porter haut les cœurs. Je crois. Vous savez, je vous le dis en amitié. Le département du Val-de-Marne est un département communiste. C'est un autre exercice. Ça ressemble, mais c'est pas pareil. Il se mange un peu le nez avec les socialistes et les verts. Mais quand j'entendais parler de fraude électorale, Jean, tout à l'heure, moi j'ai vécu à Champigny, les soirs d'élection, des dépouillements, il fallait quand même regarder ce qu'il y avait autour des tables. Et de temps en temps, l'électricité s'arrêtait, on avait la lampe tempête, mais le temps qu'elle s'allume, on ne savait plus trop. Je me souviens avoir entendu Roland Nagesser, qui était mon prédécesseur dans la 7e circonscription du Val-de-Marne, on a transmis le relais, raconter ces soirées-là. On en rigolait. Après, enfin, c'était quand même assez sportif. Ce que je veux dire, c'est que je comprends vos combats. Je sais que c'est dur, les affiches déchirées. Je sais que c'est dur de recommencer. Je sais que c'est dur d'aller dans les immeubles, d'aller sonner aux portes. Sur le marché, de temps en temps, il y a des gens qui vous les envoient à la figure. Je sais, on l'a tous fait. C'est ce en quoi on croit aussi. C'est ce qu'on aime bien. Hein, Christine ? Bon, rassurez-moi, ça se voit. Ça se voit. Mais de temps en temps. Et il y a du droit aujourd'hui. Comment ? Et il y a eu droit aujourd'hui. C'est pas possible. On lui a balancé ses tracts. Oui, voilà. Ah, c'est le jeu, bien. Mais on sait les reprendre. Et on sait les retourner. Et on sait encore sourire. Et dire, c'est ce qui me construit. C'est mon engagement. C'est la majorité qui porte ma voix et qui porte ma conviction. Si je vous raconte tout ça, je le fais sans détour. Je le fais un peu sur le ton de la confidence. Mais vous savez, le chemin qui consiste à dire, allez, on va un peu planquer ses couleurs, ne mène pas à la victoire. Parce qu'au bout du compte, l'électeur, il préfère une position politique bien assumée, bien claire, cash, au sentiment que peut-être on voudrait lui passer en douce un bulletin. Je crois à ça. Et je crois qu'avec le bilan du gouvernement, je l'évoquais tout à l'heure, et le contre-bilan de cette majorité départementale qui décidément est irrespectueuse et se fiche vraiment des plus fragiles, de ce pourquoi ils devraient être tous les jours plus mobilisés, vous avez véritablement des arguments extrêmement importants. Je parlais de la gravité de la situation en parlant du Japon, je parlais de l'indécence de ces sujets qu'on amène aujourd'hui, je parlais de ce caractère tonitruant d'une opposition qui ne sait rien proposer et qui n'est même pas capable de nous proposer, si près de l'échéance de 2012, un candidat, ou en tout cas le début de l'esquisse d'un candidat. Tellement, vous savez, ça me fait penser à ces courses de vitesse dans ces vélodromes, vous savez, où les types tournent en boucle, là, sur des espèces de trucs en pointe, et puis brusquement, on en voit deux qui s'arrêtent, là, et puis le jeu consiste à pédaler, rétro-pédaler, pour surtout ne pas dépasser l'autre, parce qu'il paraît qu'on peut le griller dans la ligne droite. Eh bien, les socialistes, aujourd'hui, me font penser à cette image. Je vois M. Strauss-Kahn qui est là, en train de rétro-pédaler pour ne pas passer devant Mme Aubry, qui lui passerait devant, pendant que M. Hollande chercherait une martingale pour finir. Je veux dire, c'est une image amusante, parce que parfois il y en a un qui se casse la figure, mais c'est aussi une image d'une insolence rare quand on voit la situation de nos compatriotes. Est-ce que nous n'avons pas le droit de conduire aujourd'hui un débat politique structuré avec des partis politiques démocratiques qui diraient leur programme, qui diraient leurs engagements et qui nous permettraient déjà
de nous orienter vers un débat politique de qualité, plutôt que d'avancer masqué en se demandant simplement à quel moment on va démarrer pour que ce soit le plus pratique. Enfin, il y a quelque chose de l'indécence quand on voit la situation de notre monde, de notre France et de nos compatriotes qui ont besoin d'orientation pour leur vie. Enfin, je le pense, mais du plus profond de ce que je porte. Je le porte dans ce gaullisme social qui m'anime depuis toujours. Je le porte dans ce ministère des solidarités et de la cohésion sociale qui me conduit aujourd'hui à travailler sur les accidents de la vie, à essayer de suggérer que demain nous puissions éviter l'exclusion pour nos compatriotes. Françoise, tu as rappelé mon combat pour la loi handicap avec les associations de personnes handicapées, pour que nos compatriotes différents du fait du handicap trouvent leur juste place dans notre société. Mais il faut voir ce que nous avons entendu des départements. Et quand j'entends que la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, traîne des pieds, qu'on a du retard, qu'on ne sait pas répondre, mais à quoi ça sert de donner une telle impulsion, de porter avec les associations, toutes les associations de personnes handicapées, un texte aussi important et de voir un résultat aussi piètre, parce que tout simplement, on ne joue pas le jeu. Le mot qui me vient, c'est du sabotage de la capacité de notre pays. Et vous savez, quand je repense aux Japonais, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée. C'est que non seulement ils sont très dignes dans leur douleur, c'est leur culture, ils ne témoignent qu'assez peu leurs émotions. Mais tous les témoignages qu'on entendait étaient des témoignages de confiance et de soutien à leur gouvernement. Méditons. Méditons cela. Quand ça va mal, les gaullistes de la salle savent que par le rassemblement et par la capacité à relever les défis, dans la confiance et dans l'engagement, on renverse des montagnes. On passe au-delà des caps les plus escarpés. C'est ça, le combat politique. Vous le vivez. Moi, quand je vous vois ce soir, rassemblés autour de Christine Rodier et de Ludovic Briand-Gueil, je sais que ça va le faire. Ça va le faire dimanche. D'abord, moi, je vais regarder à la loupe ce qui va se passer. On va se téléphoner. Françoise, tu me diras tout ça de près. Mais je sais que vous allez vous donner la capacité d'un deuxième tour pour la gagne. Et qu'au bout de ce deuxième tour, il y a l'esquisse de tout ce combat politique pour 2012 qu'il va nous falloir réaliser. Je vois que certains mesurent la distance à parcourir. Comme disait quelqu'un que j'aime bien, la pente est rude. Mais le combat n'en sera plus beau. Voilà. Mes chers amis, ce soir, je suis venue en amitié vous dire ma confiance, mon plaisir de vous apporter ce petit soutien dans ce moment qui est important. C'est juste à la veille de ce premier tour. Je sais que vous avez toutes les conditions par le rassemblement pour cette victoire. J'ai terriblement confiance en vous. Et je veux vous dire vraiment du fond du cœur mon admiration pour votre combat et naturellement mon amitié. Merci à vous.